Mosaïque. Haimesh, Refusnik, La Lot, Trops, Yaïn, Utopia, Mosaïque, Café, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Utopia, Kibbutz, Café, Yaïn. Pour initier ce cycle de podcasts consacré aux Food Studies, nous nous intéressons au café. Nous rencontrons la chercheuse israélienne Noa Berger, doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, qui travaille sous la direction d'Iva Illouz, sociologue franco-israélienne de renommée mondiale. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur, café, j'aime ta couleur, café. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portent vos thématiques de recherche ? Mes recherches portent sur l'arrivée d'un mouvement assez particulier dans cet univers de café qui s'appelle le café de spécialité. Alors plus spécifiquement encore, c'est la 3e vague du café. C'est un mouvement, en gros, axé sur le café de qualité, disons, le café pris comme le vin. Et je regarde comment ce mouvement-là voyage des États-Unis, de l'Australie, du monde anglo-saxon, où il est un peu né, où il émerge, ce tournant de qualité, et comment ça arrive en France, en gros, et au Brésil. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand ce mouvement, cette nouvelle notion de qualité ou de café de qualité rencontre les réalités locales? C'est-à-dire, la France a déjà une culture bien définie de café, surtout le café comme lieu, mais aussi un peu le café comme boisson. Et ce mouvement de qualité a ses propres perceptions, ses propres notions, ses propres définitions sur ce que c'est qu'un bon café. Et ce n'est pas ce qu'on perçoit en France comme un bon café. Une question très simple. Oui. Pourquoi s'intéresser, d'un point de vue sociologique, à la consommation du café? Pourquoi s'intéresser au café? Je dirais que le café, c'est qu'une porte. C'est-à-dire, à travers le café, comme vous avez un peu dit, on peut s'intéresser à beaucoup d'autres sujets. On peut s'intéresser à l'histoire coloniale, on peut regarder les relations qu'on a avec nos alimentations, nos aliments, et on peut regarder les relations entre des pays différents, des cultures différentes, l'histoire du Moyen-Orient, de l'Éthiopie, de l'Afrique, de l'Est, parce que le café est passé par tous ces endroits-là. Quelles sont les grandes pratiques culturelles liées au café en France, selon vous? Qu'est-ce que ça veut dire boire un café en France? Et puis, je vous demanderai la même chose pour Israël. Pour Israël, ça dépend à qui on pose la question. Je dirais qu'en France, il y a déjà, oui, une grande importance au café, le lieu. Et il y en aura qui vont dire que le café est même plus important le lieu que le boisson. Alors, bon, je ne suis pas là pour juger ou faire des décisions, mais il y a quelque chose vraiment avec le café, le coffee shop, qui a une signification culturelle assez centrale, assez importante. Je pense que c'est lié à plusieurs facteurs liés à l'histoire de la France. Le fait que la France, initialement, a planté le café pendant le XVIIIe siècle dans ses colonies île de la Réunion, Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, et Martinique, et que la France a perdu ses colonies. Et le café dans ces colonies, qui était principalement de café de Arabica, enfin l'espèce un peu plus qualitative. Et donc, ils ont replanté du café plutôt Robusta, qui est l'espèce avec plus de caféine, moins de qualité. Puis, il y a eu des monopoles d'entreprises comme Café Richard. Donc, le café n'a pas forcément développé en tant que culture de qualité, le boisson même si les Français ont leur pratique qui les caractérise avec les boissons aussi, par exemple le petit noir, les noisettes, le café crème. C'est surtout, je trouve, à propos du coffee shop, du café et du moment vraiment de la journée où on s'assoit, on lit le journal, on crée de l'art. À l'époque aussi, pendant le XVIIIe siècle, avant la Révolution française, il y a eu tous les artistes qui se mettaient dans les cafés, qui créaient, etc.
כאן בכפר שבו אני גר שם נורא יצא לי כבר אם אנהג עכשיו כך או כך לי שם טוב כבר לא יצמח אך איני עושה רע לשום אדם רק פוסע לי בצד הדרך סתם אבל הם שונאים כל אדם שלא רוצה לצעוד איתם הם פשוט שונאים כל אדם שלא רוצה לצעוד איתם עליי הם אצבע מרימים חוץ מכמה שהם גידמים Je pense que le café est un peu comme la culture et un peu segmenté. On a des cafés différents qui sont un peu alliés à des populations différentes, à des groupes différents. Donc initialement en Israël, parce qu'Israël avant Israël, l'État, il y a eu des pratiques de consommation dans la région. C'était surtout le café qu'on appelle le café noir, cuit pendant longtemps dans ce qu'on appelle le ibrique. En Israël, on appelle le finjan. C'est une erreur, c'est cet outil où on cuit le café noir pendant longtemps et on le consomme sans filtrer. Donc, c'était un peu ça, les pratiques de consommation. Ici, dans la région, le café représentait un objet culturel important. Dans le désert, dans le sud, par exemple, il y a eu plein de pratiques symboliques autour de la consommation de café. Par exemple, la première tasse représentait une chose, la deuxième tasse représentait quelque chose de différent. On utilisait la mouture de café, le rythme, un peu de manière cérémoniale pour inviter les personnes à s'asseoir. Vous voulez dire que chaque tasse de café avait une valeur symbolique? Oui, avait une valeur symbolique. De l'ordre. Enfin, c'est toujours le cas dans les tribus bédouines dans le sud, par exemple. Mais puis, le café comme produit de consommation s'est aussi développé en Israël pendant les années 40, 50. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après les vagues d'immigration des Juifs européens, venaient les Juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, du Maghreb. Et eux, ils avaient l'habitude de boire du café noir aussi. Et donc, on avait des entreprises israéliennes qui un peu comprenaient ça et qui commençaient à fabriquer des marques plus industrielles de café noir, de café de style arabe, mais quelque chose d'un peu plus instantané, un peu plus facile, qui semblait un peu plus commercialisable aussi. Donc, il y avait notamment l'entreprise Strauss Elite, qui est aujourd'hui la plus grande entreprise de café en Israël, et deuxième ou quatrième plus grande dans le monde d'ailleurs, parce qu'ils ont une entreprise brésilienne qui est la plus grande au Brésil. Et puis eux, ils ont commencé à produire ce qu'on appelle en Israël le café turc. Alors il y a une petite confusion parce que ce qu'on appelle en Israël le café turc, ce n'est pas du tout du café turc. C'est-à-dire le café turc ottoman, c'est cuit pendant longtemps. Le café dont vous faisiez référence en tout début, justement, ce café qui est cuit pendant longtemps, c'est une pratique qui existait dans l'Empire ottoman. Oui, aussi. Alors, moi, j'appellerais ça le café noir ou le café arabe, mais café noir contient là-dedans le café turc et le café, ce qu'on appelle en Israël le café bots, de boue, la boue, exactement, où on met juste de l'eau dessus, c'est un peu une version instantanée. Donc ça contient tout ça. En vrai, il n'y a pas de vraie définition et les gens mélangent de tout. Mais dans l'Empire ottoman, on prenait le café de la même manière que... et on prenait le café ici dans la région pendant des décennies, c'est-à-dire cuisson. Et ça peut être une cuisson de 3 minutes, et ça peut être une cuisson de 3 heures, et ça peut être une cuisson de plusieurs jours même. C'est-à-dire on cuit un peu, on s'arrête pour les occasions spéciales, par exemple. Donc l'idée, c'est de cuire le café pendant longtemps. Donc on ferait la distinction entre le café noir, pas filtré, cuit, entre 3 minutes et 3 jours, et le café noir instantané, ce qu'on appelle en Israël le bots, c'est-à-dire le bout, qui est juste une version instantanée où on met le café moulu dans une tasse et on verse de l'eau chaude dessus. Et ça, c'est plutôt la version commercialisée par Strauss Elite. Allô? Allô? דליה? כן? מוכנה לצאת? עזוב, אין לי מצב רוח הערב. דליה? כן? קחי ספל. לקחתי. עכשיו, קרבי את הספל לאפרכסת. מה? שמע, יש לזה ריח פנטסטי. קחי את הספל ושתי מיד. זה עצוב. אם את רוצה להיות במצב רוח טוב, רעננה ומלאת מרץ, קחי תמיד קפה נמס עילית. עילית? קפה נמס. 100% קפה טהור.
Il y a quand même une continuité un peu historique dans cette façon de consommer le café. Oui, absolument. C'est ça qui est intéressant de voir et c'est assez surprenant quand on arrive en Israël. C'est la prépondérance déjà du Nescafé, qui est quelque chose en France qui est quand même assez peu apprécié ou voire déprécié. Et ce fameux café Bou qu'on peut retrouver à peu près partout et qui est un café de référence. Absolument. Alors, c'est intéressant en Israël parce qu'il y a une collègue à moi, une historienne qui s'appelle Daphna Hirsch, qui a écrit beaucoup sur le hummus. Et ce qu'elle dit sur le hummus, ça s'applique aussi pour le café. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une segmentation. Il y a eu d'un côté les marques commerciales qui ont émergé dans les années 50, 60 de café et de hummus, qui sont devenus authentiquement israélien, c'est-à-dire le café turc instantané Bots et le Nescafé aussi, qui est arrivé pendant les années 40, pendant l'époque d'après-guerre où on n'avait pas beaucoup de moyens pour consommer du vrai café. Et deux ces marques sont devenues un peu super caractéristiques de la culture israélienne. Le café noir turc, Bots instantané est devenu le café un peu plus masculin, connoté armé, connoté voyage. Et le Nescafé est devenu un peu le café domestique, un peu plus féminin, un peu plus bureau. Alors, le café fait de la manière arabe, c'est un peu segmenté comme le café authentique, exotique, une cérémonie, un rituel. Les Israéliens font pas la cuisson de café quotidiennement, mais il l'apprécie comme quelque chose d'un peu gastronomique et exotique. Et c'est la même chose avec le hummus, c'est ce que Daphna Hirsch dit. Il y a les grandes marques de hummus qu'on trouve au supermarché qui sont authentiquement israéliennes. Et puis, il y a le hummus arabe qui est perçu comme authentique aussi, mais de manière différente, plus gastronomique, plus exotique. Je lisais un article de Daphna Hirsch et de Daniel Monterescu sur ce retour de la labellisation. C'est-à-dire qu'auparavant, dans les années, je pense, 80-90, le label israélien était plus vendeur. Et aujourd'hui, on a un retour de voir un hummus considéré comme arabe, donc potentiellement palestinien, va avoir une valeur au final supplémentaire parce que authentique. Et c'est ce qui me permet aussi de vous demander, vous travaillez beaucoup sur la question du territoire, du terroir, de la territorialité. Et comment vous pouvez impliquer ça dans vos recherches sur le café et qu'est-ce que ça signifie, la notion de terroir, dans le domaine que vous étudiez? C'est surtout par mes travaux avec Daniel Monterescu, qui est un anthropologue qui travaille sur le vin et ces questions-là dans le vin. Et on a collaboré ensemble en comparant le café et le vin. Et donc, quand moi, je regarde ces questions-là de terroir et dans le café, c'est aussi par le prisme du vin. Donc, je regarde comment l'univers de café de spécialité, ce mouvement qui est né dans les années 60-70 aux États-Unis, emprunte ces notions du monde viticole, par exemple, désignation d'origine protégée. Cette idée qu'il y a, non seulement il y a du sens ou un goût spécifique aux régions différentes de production de café, mais ces goûts peuvent être protégés par des désignations officielles légales. Et donc, le mouvement de café de spécialité emprunte ces systèmes-là de protection, d'évaluation, de territorialisation pour un peu se comparer au vin, pour un peu se donner de la légitimité. Et ce que j'ai vu dans mes recherches dans le Brésil, c'est qu'il y a des mouvements, pas des mouvements des régions comme le Cerrado Mineiro, où j'ai fait mes recherches, qui historiquement étaient perçus comme des régions de basse qualité. C'est-à-dire, on pensait que cette région-là de Cerrado Mineiro faisait pas du bon café, dans un état déjà qui n'est pas perçu comme produisant du bon café. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des activistes de café dans cette région, ils ont fait l'application pour être reconnus comme désignation, comme région reconnue, et ils ont réussi. Et du coup, c'est un outil, par exemple, ce système légal lié au territoire pour dire, voilà, il y a quelque chose de spécial, et pour accroître aussi de la valeur symbolique et financière.
Et ça, est-ce que c'est un exemple justement de ce qu'est la gastrodiplomatie ? Quelque part, oui, je pense que la gastrodiplomatie, on peut voir dans énormément d'exemples, c'est cette idée, oui, de montrer à l'extérieur ou d'exporter l'alimentation comme pouvoir qui représente un peu quelque chose de spécifique sur l'État. Donc, par exemple, en Israël, on peut voir les restaurants de chefs qui ont beaucoup de succès maintenant, par exemple à Paris, avec Asaf Granit et Al Shani, et l'État israélien qui un peu mobilise ce succès, qui dit, voilà, on a cette génie de la cuisine, on a cette créativité. Donc, par exemple, Israël aime beaucoup utiliser l'alimentation comme manière de soft power, c'est-à-dire, c'est pas une diplomatie directe qui peut être critiquée aussi facilement, mais c'est une diplomatie un peu plus douce, un peu plus soft par l'alimentation. Et parce qu'on part du principe que la nourriture n'est pas politique. C'est pas du tout le cas. L'alimentation est extrêmement politique, surtout quand on parle de quelque chose comme le vin en Israël. Bon, Daniel Monteresco en parle, et le café aussi, qui a une longue histoire de colonisation aussi, qui a des dynamiques super complexes dans les pays producteurs aussi, comme l'Éthiopie. Donc, de dire que ce n'est pas politique, si, bien sûr que c'est salé, mais la perception, je pense, est un peu plus douce. Donc, ça passe plus facilement quand on représente Israël par le hummus ou quand on représente le Brésil par le café. Quand on repart vraiment sur le cœur de votre sujet de recherche, le lien entre la marchandisation des émotions et la construction sociale qu'il y a dans le domaine du café. Alors oui, mes recherches au départ sont parties de ce cadre théorique de marchandisation des émotions. Cette thèse est partie du fait que moi, j'ai rencontré Eva Illouz à Paris, et elle m'a dit qu'elle était en train de travailler sur ce sujet de marchandisation des émotions, c'est-à-dire comment on dépense plus de temps, plus d'énergie, et comment on s'intéresse plus à la consommation non seulement des biens matériaux, mais aussi des biens émotionnels, des ambiances, des expériences émotionnelles. Par exemple, un voyage, un Club Med. Elle m'a dit que si moi, je trouvais un sujet suffisamment intéressant, je pourrais avoir l'opportunité de travailler avec elle, obtenir un financement, etc. Je suis arrivée à Paris, c'était 2013, et la troisième vague de café, c'est-à-dire ce tournant de qualité dit un peu hipster, est arrivé à Paris. C'était un nouveau genre de coffee shop. Ces cafés un peu scandinaves, exactement, très blancs, qu'on retrouve absolument partout aussi, qui sont très standardisés dans la façon en fait, c'est ça qui est spécial, parce que, ou drôle, c'est que ce ne sont pas des chaînes de café. Mais pourtant, ils se ressemblent tous beaucoup. Ils sont blancs, ils sont un peu purs, il y a ce bois, il y a ce mur de béton, très scandinave et un peu Brooklyn, un peu japonais. Donc j'ai vu ce genre de coffee shop s'installer en France avec toutes ces pratiques et boissons et design aussi. Et je me suis dit, mais ces cafés-là, ils ont tous un peu les mêmes ambiances, que ça soit à Tokyo ou à Tel Aviv ou à Sao Paulo. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche quand on va à ces endroits-là ? Qu'est-ce que moi, je recherche quand je vais à ces endroits-là ? Parce que je n'aimais pas le café tant que ça à l'époque. Donc, je me suis dit, il y a quand même un genre d'ambiance qui est marchandisée et qui voyage mondialement aussi. Donc, j'ai commencé par ça. Est-ce que c'est un marqueur social d'aller dans ce type d'endroit ? Ah oui, absolument. Je pense que d'aller dans n'importe quel type d'endroit, c'est un marqueur social. On fait chacun des choix de consommation et ça raconte quelque chose sur nous aussi, les endroits où on va. Donc, dans ce cas, on parle des élites mondiales, c'est-à-dire les jeunes, d'habitude éduqués, qui ont voyagé un peu partout dans le monde, qui veulent se montrer un peu plus ouverts, omnivores. Et ça vient ensemble avec plein d'autres produits et pratiques de consommation, que ce soit le yoga et la méditation mindfulness et le bean to bar chocolate. Pourquoi Starbucks n'a pas réussi à s'implanter en Israël ? Excellente question. On peut que faire des hypothèses, bien sûr, mais il y en a. Déjà, dans les années 90-2000, quand Starbucks ont voulu s'installer ici, on a déjà eu en Israël des chaînes de café un peu semblables
qui proposait du café de qualité qui était acceptable pour les Israéliens. Il y avait une grande vague d'espresso bars à Tel Aviv. Il y avait des chaînes comme Ilan's qui intégraient déjà le café de spécialité. Et Starbucks avait du mal à faire face à ça. En plus, on disait qu'il y avait des décisions stratégiques pas super intelligentes de la part de la franchise, par exemple des lieux qui n'étaient pas très stratégiques, etc. Et surtout, l'explication que je trouve la plus intéressante, c'est qu'ils n'ont pas voulu s'adapter. On a quelque chose qu'on appelle en sociologie le glocal, le global, local, mondial, local. Et par exemple, McDonald's est un champion de ça. C'est-à-dire, quand une chaîne mondiale ou américaine s'installe quelque part, ils font des modifications pour s'adapter à la culture locale. Par exemple, McDonald's ont été d'accord pour augmenter la taille de leur burger même. Ou quand ils vont au Japon, ils font le Sakura Shake et les Mek Shawarma dans le Moyen-Orient, etc. Et Starbucks n'ont pas vraiment voulu. Oui. Ouais, Starbucks n'ont pas vraiment voulu s'adapter. Donc, les Israéliens avaient quelque chose de bien déjà. Il y avait Cofix, qui était une chaîne très peu chère aussi, duquel les Israéliens payaient moins pour leur café. Donc, je pense que les Israéliens étaient là. Pourquoi payer plus quand on a déjà quelque chose de bien? Les cafés de la troisième vague dont vous parlez, c'est aussi des cafés qui se présentent comme des anti-Starbucks. Oui, des anti. Alors, la troisième vague de café a une relation complexe avec Starbucks. Alors, pourquoi on appelle d'ailleurs la troisième vague? C'est parce que justement, il y a la perception qu'il y a eu 3 vagues dans l'histoire du café. La première vague, c'est tout ce qui s'est passé avant le café espresso. C'est un peu ridicule. Enfin, pas ridicule, mais c'est très anglo-centrique comme perception. Parce que, il y a eu une histoire beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, ok. Deuxième vague, c'est le moment où le café italien émerge un peu aux États-Unis. Et puis, des chaînes comme Starbucks aussi commencent à avoir du succès. Et donc, ce que disent la troisième vague du café, c'est Starbucks a débuté, ou le café de spécialité a débuté la deuxième vague, qui était un peu plus axée sur la qualité du café, sur le terroir, sur les origines, sur les goûts, sur le fair trade, et toutes ces notions-là, mais ils ont un peu perdu leur sens, c'est-à-dire ils ont un peu abandonné ces valeurs-là pour faire du café à importer, où le café même est pas très bon, où les machines sont plus des machines semi-automatiques de la Marzocco, mais des machines automatiques pour se focaliser sur le latte art et les sirops. כשאתה בא שמה ואתה רוצה לשתות יעני איזה דבר, אתה לא מזמין סתם איזה דבר ככה, רק קפה, ולא סתם קפה, קפה עילית. למה אצל היהודים העם החליט קפה עילית. J'ai une question à poser à Noah et Yoram, avec qui j'ai la chance de travailler, qui prend le son des podcasts, notamment lorsqu'on fait ce type de balade sonore. Tous deux, vous avez grandi à Tel Aviv. Est-ce que vous avez en tête un café mythique de Tel Aviv ? Oui, moi j'ai en tête Café Tamar, qui était juste en face de la maison où j'ai grandi. J'ai grandi à Shenkin, rue Achadam, qui est centre-ville. Et Café Tamar était vraiment un lieu mythologique dans les années, je pense à partir des années 30 ou 40 à Tel Aviv. Il y avait les parlements, qui étaient des groupes qui se ressemblaient autour d'une figure notable, par exemple un poète, un écrivain, etc. Donc j'allais là-bas avec mon père quand j'étais toute petite. On prenait les croissants et le café. Donc le café n'était pas bon, mais c'était un lieu très cool. Il y avait une dame, Sarah, qui était la grande figure. Elle avait les cheveux violets. Donc c'était assez drôle. Bon souvenir. Et l'un des cafés mythologiques de la ville. Moi, je ne suis pas grandi à côté d'un café mythologique, mais quand même un café qui n'était pas loin de chez moi, c'était le café Exodus. C'était plus ou moins un café des années 60, 70, 80. Mais c'était plutôt un café bourgeois. Chaque vendredi, il y avait beaucoup de monde, des bobos et tout. Pas la bohème, mais quand même une atmosphère très spéciale. Et à côté de ce café, il y avait un autre café qui s'appelait Olga. Et là, il y avait des écrivains
qui s'installaient par là. Et même mon grand-père, à l'époque, il écrivait. Et donc, je me rappelle comme enfant, étant un enfant, et je suis allé voir. De temps en temps, je vois mon grand-père à côté de ça. C'était pas loin de mon école, donc c'était vraiment un moment important pour moi, des moments importants pour moi. Et par contre, aujourd'hui, il y a peut-être plus de cafés mythologiques. Je pense que après le Covid, la pandémie, il n'en reste plus de cafés mythologiques à Tel Aviv. Vous pouvez nous dire ce que c'est un coffee shop japonais? Oui, alors il y a plusieurs types de coffee shop au Japon. Déjà, le café même est arrivé assez tôt dans le XVIIe siècle avec les Néerlandais, mais les coffee shops ont commencé à s'ouvrir un peu plus tard, disons 19e siècle, 20e siècle. Et il y a eu le coffee shop en tant que plus symbole occidental, libéral, opposé aux maisons de thé qui étaient un peu plus tradies. Donc il y a eu ça qui est arrivé au Japon et a eu beaucoup de succès grâce à cet effet-là. Et puis il y a eu des coffee shops un peu plus traditionnels japonais qui étaient quand même une importation occidentale mais qui prenaient un caractère un peu plus tradi. Et ces coffee shops-là s'appelaient kisaten, service à table et tout. Et puis, il y a eu un genre assez cool qui s'appelait le jazz kissa, qui s'est inventé dans les années 30 au Japon. Et c'était des coffee shops, donc kissaten, ouverts le soir où on écoutait du jazz. Et c'était aussi un peu des symboles de libéralisation, d'américanisation. Le jazz était un peu le audio ou les sons du mouvement antifasciste, un peu plus moderne, et le café était la boisson ou le goût. Donc les deux allaient ensemble. Et là, justement, on est en train d'arriver à Kissa, Jazz Kissa, juste devant nous, à droite. Et juste à côté, il y a un café, un coffee shop qui s'appelle le Mirage, qui d'ailleurs n'est pas du tout un coffee shop troisième vague, c'est plutôt, on dirait plutôt deuxième vague de café. Mais c'est un endroit assez cool, remplit bien la fonction de s'asseoir dehors, les jeunes cool, les artistes et tout se mettent là. Donc il y a le Jazz Kissa pour le soir où ils vendent pas de café ici. Et puis le coffee shop, le Mirage qui est ouvert le jour. Donc on peut s'approcher, je pense, sans se faire renverser par les vélos électriques. Est-ce que Noah, vous pouvez nous décrire le lieu où nous nous trouvons? C'est un coffee shop qui ressemble beaucoup à un Apple Store. Oui, exactement. Apple Store ou pharmacie. Cet endroit s'appelle House of Coffee. On l'appelle aussi HOC, les initiales. Et c'est un endroit qui s'est ouvert, cet endroit spécifiquement, il y a quelques mois à peine. Et puis, il fait partie d'une maison qui a 3 lieux maintenant à Tel Aviv. Et c'est le 3e. Et leur spécificité, c'est qu'ils sont très, très inspirés justement par tout ce qui est café scandinave. Ce lieu est complètement blanc, épuré. Le café qu'ils servent et qu'ils vendent ici est danois, principalement. Ils ont du café de Danemark, Suède aussi, un peu du matcha. Donc c'est très, 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 très connoté 3e vague. Et voilà, je trouvais que c'était un bon endroit vous amener pour continuer cet entretien parce que c'est un peu le point extrême de la culture de café en Israël. Heimish, Refusnik, Laalot, Hops, Utopia, Kibbutz, Café, Reim,